Allô et bienvenue à ce 19e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Mon nom est Hugo et aujourd'hui, Audrey Morin est de retour. Allô, Audrey, ça va? Allô, Hugo? Oui, 19 épisodes, c'est vraiment Ouais, quand même, à hein? célébrer. Oui, ça va. Ça va. C'est-tu le check-in officiel, ça? Oui, ben, on est habitué, hein. Tu sais, t'es de retour. On fait un check-in. Je pense que t'es une vétérante aussi de météo intérieure et de comment je me sens. Fait que je te laisse y aller en premier. OK. Euh, je me sens un petit peu fébrile, je crois. Je sens mon cœur dans ma poitrine qui est comme vas-y, fais de ton mieux! Puis aussi, je pense qu'il y a un résidu de toute ma journée où j'ai été comme OK, t'es capable de faire ça vite! OK, on le finit! Go! On envoie le courriel! On crée un PDF! Et tout ça. Je préparais une formation en sociocratie, justement, aujourd'hui. Yes. Voilà, c'est quoi? Moi aussi, je suis un peu fébrile, mais je suis quand même serein aussi. Tu sais, la vidéo que je te parlais de, du, du cours sur le conflit que j'ai fait. J'ai comme après 4 semaines de montage, je suis comme sur le bord de finir de l'éditer. Puis je suis comme, ah oui, enfin, je vais réussir à publier cette vidéo de 38 minutes sur ma chaîne YouTube, qui est quand même, c'est quand même pertinent. Puis j'ai bien aimé ça, Wow. apprendre ça. Fait que si ça vous intéresse et de comment travailler le conflit en communauté intentionnelle, allez voir ma chaîne YouTube, Hugo Dutil. Fait que Euh, tu fais comme un digest, un résumé de toute ouais, ta formation en 38 minutes. ouais, c'est ça. J'ai comme séparé dans toutes les leçons Nice. que j'ai appris, puis non, c'était quand même pertinent, là, cette formation-là. Le gars qui donne ça, Laird Sharp, il a pas mal d'expérience, là. Puis au début, j'étais pas sûr parce que des fois, il part comme dans tous les sens. Mais c'est quand même très pertinent, là, ce qu'il dit sur le conflit. Puis j'avais jamais entendu comme ce discours-là. Fait que, Ouais, ouais, aussi, j'apprécie toujours de l'entendre. Comme... fébrilité, puis sérénité. Hum, T'es déjà venu au podcast avant? On a déjà Mhm. fait un épisode ensemble, puis c'était comme un peu ton histoire, puis avec qui t'étais dans ce temps-là. Puis ça va être un épisode un petit peu différent dans le sens que, tu sais, on a vraiment l'intention de parler d'un sujet qui touche les éco-communautés. Euh, mais tu sais, ça va être un petit peu différent. On change un petit peu le format. Vous nous direz si vous aimez ça ou tu sais, comment vous avez vécu ça. Puis dans le fond, on voulait aborder le thème de la gouvernance en éco-communauté. Puis, mettons, tu as quand même une certaine expérience, toi, en sociocratie. Puis, Mhm. je pense on va pouvoir avoir une belle discussion là-dessus. Puis, je voulais commencer en te demandant, tu sais, pourquoi est-ce qu'on devrait adopter un modèle de gouvernance en éco-communauté? Tu sais, on est tous des gens bien intentionnés qui veulent un monde meilleur. Pourquoi serait-il nécessaire de structurer nos tâches, nos communications et nos prises de décision? Oui, et c'est une question ou plutôt un commentaire que j'ai déjà eu alors que moi-même, je souhaitais amener la sociocratie dans un groupe duquel je faisais partie. Fait que c'est super pertinent comme question. Mais dans le fond, la gouvernance, c'est quoi en premier? Tu sais, Mhm. c'est qui décide quoi? Fait qu'à partir de là, moi, je trouve que ça apporte de la clarté. Qui décide quoi? Comment on décide? Comment on s'améliore dans nos décisions? Euh, Quand ça va bien, et on n'en a peut-être pas beaucoup besoin. Mais le jour où ça va se mettre à devenir compliqué, où est-ce qu'il va commencer à avoir plus des conflits, ben là, on va vouloir avoir décidé d'avance qui décide quoi, puis comment on le décide. Puis surtout qu'à ces moments-là, des fois, on voudrait se doter d'un mécanisme de gouvernance, puis il est comme trop tard, on n'est plus capable de prendre des décisions ensemble parce qu'on est trop en chicane.
Fait que des fois, on a l'impression que ça arrivera jamais une chicane, mais tu sais, ça peut arriver dans les groupes les plus unis, les plus bienveillants, comme ça fait juste partie de la vie, les conflits, puis Ouais. voilà. Puis l'autre chose, c'est que souvent, si la gouvernance n'est pas claire, ben il peut à la longue se produire des frustrations avec des impressions que c'est pas équitable, qu'il y a des personnes qui décident plus que d'autres, ou Mhm. que des gens qui parlent plus dans les meetings que d'autres. Donc, pour toutes ces raisons. Mais en résumé, c'est pour quand ça va aller mal. Ouais. Puis tu sais, t'as dit quoi? T'as dit ça se pourrait que ça arrive des conflits. Ben moi je peux te garantir que ça va arriver dans tous les groupes. Ouais, c'est peut-être mieux dit. C'est garanti. C'est pas C'est juste ça garanti. se peut. C'est garanti. C'est comme ça que ça fonctionne, des humains. Ben, si vous vivez ensemble assez proches pour un nombre de temps assez grand, c'est pas mal sûr que ça va arriver là, de tôt ou tard. Mhm. Puis si, même si c'était juste des personnes évitantes, mais peut-être qu'il n'y aurait pas de conflit, mais que le projet ferait juste comme ralentir. Puis là, ah, tout d'un coup, on fait plus de meeting, on sait pas trop pourquoi. Ça aussi, c'est un autre pattern qui va arriver. Mhm. Fait que ça peut être conflit ou ça peut être évitement mort du projet par absence de motivation. Ah, je sais plus pourquoi, je suis pas motivée pour le Ouais. projet, comme ça me tente plus. Ah, et non. Mhm. Ouais, je comprends exactement ou comme il y a comme une motivation là, qui fait de m'amener. Mm. Audrey, c'est quoi la sociocratie? Ah. Ben, c'est un modèle de gouvernance. Maintenant, vous Et savez c'est quoi donc? la gouvernance. Mais c'est aussi un modèle de structure organisationnelle. C'est un peu indissociable l'un de l'autre, là. Dans le sens que comment on décide, puis qui décide quoi, ben, on va pas tout décider dans un grand groupe, donc ça va nous prendre une structure pour diviser en plus petits groupes. Mais c'est pas que ça. Il y a aussi des bonnes pratiques de rétroaction et des bonnes pratiques de réunion dans la sociocratie. Euh, Fait un petit peu plus spécifiquement, les trois grands principes sur lesquels se base la sociocratie, c'est l'équité, l'efficacité et la transparence. Ce qui est intéressant, l'équité, c'est comme un peu de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Tu sais. Tout le monde est égal dans sa valeur, tout le monde devrait être égal dans sa capacité à s'exprimer, à que sa voix soit entendue, mais on part pas toutes sur le même pied d'égalité dans nos capacités à faire ça. Et donc, en sociocratie, on essaie de prendre soin de ça. Et en faisant ça, ça prend soin du lien. Puis en prenant soin du lien, ben, il y a une propriété émergente qui arrive, qui est une collaboration efficace, genre. Fait que Mhm. l'équité puis l'efficacité, des fois, on a l'impression que c'est comme un ou l'autre, mais au final, moi, dans mon expérience personnelle, ça s'est toujours fini par se valider que à chaque fois que j'essaie d'être trop efficace, on passe à côté du lien, de la qualité de lien, puis on finit par perdre du temps plus tard. Puis la transparence, ben, c'est qu'on va être transparent dans nos rétroactions, par exemple, dans nos pourquoi on choisit telle affaire. Il n'y aura pas de vote euh, secret là, pour élire quelqu'un dans un rôle. Et aussi, toutes les informations, les décisions sont accessibles à tout le monde. Si quelque chose est confidentiel, il faut qu'il y ait une bonne raison. Fait Mhm. que ça, c'est comme vraiment les principes de base. Aussi, la confiance que chaque personne de l'organisation peut apporter quelque chose de pertinent à l'organisation. Après ça, bon, c'est un peu flou, c'est des principes. Comment on actualise ces principes-là dans le concret? Ouais. Ben, il y a les points principaux de la sociocratie, c'est la prise de décision par consentement. On fait une différence entre consentement et consensus. On pourrait peut-être y revenir plus tard. Euh, la structure en cercle décentralisé et interconnecté. Donc, plusieurs petits cercles avec des domaines particuliers de compétences et d'autorité qui ne sont pas en silo parce qu'il y a une façon de les connecter ensemble avec un cercle au centre, on appelle ça général. Il y a des rôles opérationnels. Les gens, un individu va pouvoir être dans un rôle et va avoir un carré de sens dans lequel il joue et dans lequel il peut prendre ses propres décisions. Donc, on est vraiment en autogestion. Je ne l'avais pas dit encore, là, mais la sociocratie, c'est une forme de gouvernance horizontale. C'est vraiment de l'autogestion. Euh, Puis, c'est ça, la rétroaction, c'est vraiment un des morceaux super importants dans la sociocratie. On veut s'améliorer toujours. Donc, on va toujours, à chaque fois qu'on prend une décision, ben, on va la réévaluer plus tard. On va se dire, bon, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché?
Même chose quand quelqu'un est dans un rôle. Même chose à la fin d'une réunion. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Pour être toujours de plus en plus adapté à nos besoins, puis à l'environnement autour de nous aussi. Mm. Puis finalement, ça inclut des méthodes de facilitation pour des processus de prise de décision qui se basent sur l'intelligence collective, qui vont pouvoir favoriser l'intelligence collective. Ça se passe pas n'importe comment, ça. Puis des bonnes pratiques de réunion pour que ça soit fluide, pour rien qu'on oublie, pour que tout le monde soit bien, comme les tours de table, qui sont un outil super important dans cette vie. Comment on gère l'information pour qu'elle soit transparente. Donc, dans le fond, c'est comme des réponses à toutes les questions qu'on se pose quand on est dans un meeting qui ne fonctionne pas, puis qu'on est frustré, puis qu'on est comme, voyons, il doit bien y avoir une façon que ça soit plaisant, cette affaire-là. On est plein de monde qui s'aime ensemble, on fait des projets vraiment cool, puis c'est tannant, cette réunion-là, puis on en sort épuisé, genre. C'est un peu des réponses à toutes ces questions-là. Comment on collabore ensemble, nous, petits humains, individualisés depuis si longtemps qu'on a oublié comment ça marche. Mhm. Efficacité, puis ouais, comme rester agréable. Tu sais, je réfléchissais à ça comme on me préparait cet épisode-là, puis je me disais, combien d'heures de rencontres je fais comme par mois? Hmm. Je pense que je fais au moins 20 heures de rencontres par mois. Ça En serait le termes, fun que ce soit le fun. ouais, c'est ça. En termes de, tu sais, mon groupe de travail, il y a mon emploi, euh, tous les différents comités de l'éco-village pour comme le vivre ensemble desquels je fais partie. Hmm. C'est comme vraiment ça. Puis des fois, là, oui, je le remarque vraiment. C'est comme, OK, là, on est en train de. C'est pas perdre du temps parce que des fois, il y a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, là. Puis là, ça fait un travail de social puis émotionnel. Hmm. Mais des fois, moi, j'étais comme, ah ouais, on aurait pu être comme pas mal plus efficace là-dedans. Euh, tu sais, nous, on parle d'éco-communauté. La sociocratie pourrait être pour une éco-communauté. Ça pourrait être une entreprise aussi. Euh, Mettons un OSBL ou même une entreprise incorporée, j'imagine, pourrait comme faire comme let's go, on se gère en sociocratie. Oui, Penses-tu qu'on pourrait gérer aussi je sais pas moi, une municipalité avec la sociocratie? très intéressant. Euh, c'est une question qui est comme pas tant répondue encore. Moi, j'avais posé cette question-là pendant que je faisais ma formation. C'était comme une des premières choses qui m'était venue en tête. Euh, je sais qu'il y a l'exemple des parlements des enfants en Inde, que je n'ai pas approfondi encore. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Toi, tu connais ça? Non, ça me dirait. Ah, OK, bon, dommage. Fait que ça nous donnerait peut-être une piste. En fait, c'est ça que mon formateur m'avait répondu, mais j'ai toujours pas approfondi cette piste 5-6 ans plus tard. On choisit nos priorités. Mhm. Mais moi, mettons, mon espoir dans enseigner la sociocratie, c'est que on développe comment ça fonctionne, l'intelligence collective, prendre son pouvoir personnel, s'empuissancer, apprendre à écouter les autres, toutes les compétences transversales, là, tu sais, Mhm. de décider ensemble. Puis peut-être de là émergera quelque chose de légèrement différent de la sociocratie, mais qui se base sur les mêmes principes. Ou peut-être que ça sera pareil. Parce que je sais en fait, le bug que je vois avec l'appliqué à une municipalité, c'est comme il y a beaucoup de gens dans la municipalité, il y a Ouais. beaucoup de receveurs, il y a beaucoup de clients, tu sais, dans un sens. Fait que, tu sais, pour l'appliquer aux employés de la municipalité, clairement, c'est genre les conseillers municipaux puis les employés pourraient être une seule et même gang qui fonctionne de façon sociocratique. Ça pourrait être un peu comme une genre de coopérative où il y a une assemblée générale des membres, puis que la seule affaire qu'ils font, l'assemblée générale, c'est comme revalider certains trucs, élire les membres du conseil. En tout cas, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu complexe ce que je suis en train de dire, puis qu'il faut comprendre la sociocratie pour comprendre qu'est-ce que mon cerveau est en train d'essayer de construire. Mais en gros, je pense que ça pourrait s'adapter, puis qu'on serait vraiment gagnant, puis tu sais, ça serait vraiment beau des municipalités autogérées, puis c'est probablement, en termes Mhm. de gouvernement, le palier par lequel commencer, parce que c'est plus une échelle humaine avec un nombre de personnes gérables. Puis l'autre chose que je vois, c'est que dans les éco-communautés, ça arrive qu'il y ait des gens qui font pas partie d'un cercle
décisionnel. C'est parce que en sociocratie, toute personne qui fait un travail a un rôle de décision par rapport au travail qu'elle fait. Et les cercles prennent des décisions eux-mêmes, n'ont pas à valider leurs décisions avec des cercles qui sont au-dessus. Et, euh, et donc, quand une personne n'est pas dans un cercle, mais elle ne prend pas de décision, mais elle ne fait pas de travail non plus. Donc là, dans une municipalité, il y aurait énormément de gens qui ne sont pas dans un cercle et qui ne font pas de travail et qui ne prennent pas des décisions, mais qui sont plus comme des clients. Fait que c'est comme une éco-communauté, mais en plus gros. Puis ça cause des problèmes dans les éco-communautés, souvent quand les gens ne font pas partie d'aucun cercle et ne font pas de travail. Même si la cité est un exemple où ça arrive et ça Ouais. pose probablement pas trop de problèmes. Ça semble bien fonctionner. Fait que beaucoup plus de réflexion à faire là-dessus, mais c'est une direction dans laquelle ça serait intéressant d'aller. Mm. Puis comment as-tu découvert la sociocratie? Mais donc, qu'est-ce qui te motive à vouloir l'enseigner? Ouais, ben, j'ai découvert la sociocratie quand j'ai commencé à m'impliquer dans NextGena, qui est la branche nord-américaine jeunesse du réseau global des écovillages. C'est un gros réseau. Il y a plusieurs ramifications. Il fonctionne pas mal en sociocratie. Euh, donc, nous, notre petit groupe, on voulait se former à la sociocratie pour pouvoir bien l'utiliser dans nos rencontres. Puis c'est justement à ce moment-là, ben, je me suis formée avec Sociocracy for All, qui sont ceux avec qui je continue de me former comme formatrice en ce moment, puis avec qui je travaille. Puis c'est là que je me suis rendu compte, hey, wow, cette chose répond à toutes les questions que je me posais quand j'étais au comité Gaïa au Cégep Sainte-Foy, puis que j'étais coordonnatrice, puis qu'on parlait d'un sujet, puis là, les gens parlaient de plein d'autres sujets, puis là, on essayait de parler. Je me suis rendu compte que ça serait peut-être une bonne idée de commencer par, OK, c'est quoi les tâches que vous aviez la semaine passée, puis est-ce qu'ils sont faites ou pas? Mais là, on parlait d'une tâche, puis là, les gens commençaient à parler de la tâche. J'étais comme, non, ça, on va en parler plus tard, dans l'ordre du jour. Fait en tout cas, ça a validé certaines impressions que j'avais et ça m'a rajouté plein d'éléments comme vraiment juteux et précieux de, et là, ça enchaîne dans le qu'est-ce qui me motive. C'est vraiment la, la, la reprise de notre pouvoir personnel. T'sais, moi, dans un meeting, si on fait pas des tours de table, j'ai un crapet soleil échoué sur la plage qui est comme qui essaye de parler, mais qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui parle. Puis moi, j'aime pas ça, interrompre les gens, comme quelque chose dans mon système qui m'interdit de faire ça. C'est comme ultra stressant. C'est comme déplacer une montagne, interrompre quelqu'un, genre. Hmm. Ouais. Fait que quand on fait des tours de table, c'est vraiment doux pour mon système nerveux, c'est confortable, c'est comme je sais que je vais avoir mon tour pour parler, j'ai pas besoin de ne pas écouter ce que les gens disent en pensant très fort à ce que moi je veux dire pour que ça soit bien ordonné. Euh, Puis ça, ben, ça m'a permis de reprendre mon pouvoir, de me valider, d'être comme, hey, des fois, tu sais, je dis une idée. Là, les gens trouvent que c'est une bonne idée. Puis là, on peut comme tranquillement reprendre confiance. Puis cette confiance-là nous amène à revenir un peu plus dans notre pouvoir personnel. Puis l'autre chose que je trouve magnifique avec la sociocratie, c'est que ça nous apprend comment mettre ce pouvoir personnel-là au service de l'intelligence collective en mettant toutes nos perspectives ensemble, tu sais, la métaphore, la parabole de l'éléphant avec 5 aveugles qui palpent un éléphant puis qui essayent de se faire comprendre ensemble c'est quoi un éléphant. Puis il y en a un qui est comme, oh, un éléphant, c'est comme un serpent parce qu'il touche à la queue. Puis l'autre, il est comme, non, un éléphant, c'est plus comme un tronc d'arbre parce qu'il touche aux pattes. Puis l'autre, il touche à la trompe. Puis il est comme, non, un éléphant, c'est plus comme, je sais pas. Puis là, l'autre, il touche aux oreilles. Puis il est comme, non, c'est plus comme du parchemin. Fait que ça, c'est comme quand on met pas ensemble les informations. Puis l'intelligence collective, c'est de mettre tout ça ensemble et de faire OK, c'est un éléphant. Donc tout le monde a une perspective valable. Ça, je trouve ça vraiment magnifique d'arriver à faire ça avec les processus. Tu sais, c'est de respecter les étapes. Parce qu'il y a des façons d'avoir des discussions qui sont génératives, puis il y a des façons d'avoir des discussions qui sont pas génératives, qui vont juste nous laisser tout le monde dans ce qu'on pensait avant. Puis il y a Mhm. des dispositions internes aussi qui, comme être capable d'écouter ce que l'autre dit et se mettre à sa place, écouter ce qui est nouveau dans ce que l'autre dit et ajouter des nouvelles informations dans notre cerveau. Euh, Fait que de pratiquer les étapes de la sociocratie, ça nous aide comme à apprendre ces étapes-là euh, individuellement, puis à créer de plus en plus de conversations génératives qui mènent à quelque chose, en gros qui crée un tout plus grand que la somme de ses parties.
Ouais, c'est intéressant. Ça. Hmm. Excuse-moi, t'avais-tu tout dit pour les Ben réponses? oui. Ouais. Yes. Puis, comment est-ce que toi, tu t'impliques avec les éco-communautés puis la sociocratie en ce moment? Ben, euh, les deux ensemble, dans le fond, ben, je donne des formations de sociocratie dans les éco-communautés dans le cadre de ma certification pour devenir formatrice, qui est presque finie. Et j'en ai donné dans quelques éco-communautés. Fait que ça, c'est pas mal la façon principale. Puis des fois, côté implication dans les éco-communautés, ben, ça m'arrive souvent d'avoir des discussions avec des gens qui veulent partir des communautés ou des gens qui vivent déjà dans les communautés. Puis là, tu sais, ça fait qu'on on commence à parler. Puis là, je donne des conseils. Fait que là, c'est ça, c'est comme de la consultation undercover pour les éco-communautés, dans le sens qu'on n'est pas dans un contexte officiel de consultation, mais tu sais, je me pratique. Puis je suis comme, ben, je me rends compte que j'ai des choses à dire, mais j'ai pas Ouais. fait de consultation pour éco-communauté officiellement encore. Mais j'ai fait de la consultation de sociocratie pour éco-communauté avec toi. Ouais, ouais, c'est ça. On a fait comme quoi, 4 heures de consultation ensemble pour comme chercher vraiment Ouais, 3 ou 4, je sais plus. donc, comment bonifier comme notre système de gouvernance qu'on a ici, qui je pense qu'on est rendu à un point de bien le réfléchir pour l'avenir, là. Puis, ouais, tu parlais de te donner des formations. T'en as donné une au collectif La Nuée ce printemps? Oui, Oui, tout à fait. ça a bien été? Il y avait beaucoup de monde? Ou comment? Il y avait 6 personnes, non, 8, excusez. Ouais. OK. Euh, 4 personnes de la communauté, puis 4 personnes de l'extérieur. OK, quand même. Puis oui, ben tu sais, j'ai senti après que ça laissait quelques points en suspens, tu sais, pour vraiment bien l'appliquer. Fait qu'on a comme une prochaine étape là, qui va être de se rejaser, faire un petit débrief, puis voir si prendre la consultation pourrait être pertinent. Mhm. C'est quoi la différence, tu sais, le mot sociocratie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre la démocratie à laquelle on est plus habitué et la sociocratie? Oui. Ben, dans le fond, la sociocratie est une forme de démocratie. Donc, il y a une nuance, c'est plus spécifique, tu sais, comme un carré est un rectangle, mais un rectangle n'est pas un carré. Tu sais. La Mhm. sociocratie est de la démocratie, mais toute démocratie n'est pas nécessairement de la sociocratie. Démocratie, je vais y aller avec le sens du mot. Ça veut dire pouvoir au peuple. C'est démos, kratos. Démos, c'est peuple, kratos, c'est pouvoir. Sociocratie, ben socio, ça veut dire les interactions entre des humains. Puis cratie, ça veut encore dire pouvoir, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est le pouvoir à ceux qui s'associent au lieu d'être le pouvoir au peuple. Tu sais, le peuple, c'est qui? C'est-tu juste les hommes adultes? C'est-tu tout le monde? C'est-tu des gens qui se connaissent? C'est-tu des gens qui se connaissent pas? Ils ont-tu à cœur le bien-être les uns des autres? On le sait pas, c'est juste le peuple. Fait que c'est un peu flou. La sociocratie, ceux qui s'associent, ben, ils forment des liens. Puis là, avec un peu de chance et un peu de bonne pratique, ces liens-là vont commencer à nourrir de la sécurité, de la confiance, de l'équité. Puis ça, c'est comme 3 ingrédients qui font que, naturellement, un humain qui est dans un ensemble bien défini de personnes qui vivent de la sécurité ensemble va se mettre à mettre son travail, sa force de vie au service de la collaboration avec ce groupe-là. Mais si on enlève cette sécurité-là, cette confiance-là, cette équité-là, ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs au collectif La Nuit, pour lequel j'ai énormément de gratitude parce que ça met comme un frame autour de la sociocratie qui la rend tellement cohérente. Quand on n'a pas ces ingrédients-là, mais là, on va se faire une membrane, plutôt que la membrane englobe tout notre groupe, la membrane elle va être individuelle. Tout le monde va avoir sa petite membrane individuelle, puis là, on va mettre notre force de vie, notre travail au service de nous-mêmes. Donc, on Mhm. va redevenir plus individualiste parce qu'on se méfie, parce qu'on n'est pas sûr que ça va nous revenir ce qu'on donne. Fait que c'est comme juste vraiment logique. Euh, Fait que quand on fait le pouvoir à ceux qui s'associent, ben pour moi, c'est ça que ça veut dire. C'est pouvoir à ceux qui ont assez de confiance les uns en les autres pour collaborer ensemble, pour tenir compte des besoins des autres, puis pas juste les nôtres.
Euh, Fait que ça serait plus spécifique que la démocratie. Puis souvent, quand on entend démocratie, on va se dire que c'est comme un vote. C'est souvent la seule méthode qu'on a en tête pour vivre la démocratie, Mhm. c'est voter. Soit, mettons, dans une assemblée générale de coop, où est-ce que là, on va faire des votes à majorité pour prendre des décisions ou élire des gens, ou dans notre gouvernement municipal, provincial, fédéral, où est-ce qu'on va encore une fois élire des représentants. C'est comme ça, c'est notre seule image de la démocratie, c'est comme vraiment limité. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pouvoir que ça. Fait qu'il faut pas l'oublier, je trouve ça important Mhm. de le dire. Mais c'est beaucoup les gens. C'est souvent la plupart du monde, c'est comme leur seule action politique, là, c'est d'aller voter euh, aux élections. Puis il y a comme c'est ça, là, la démocratie, tu vas voter aux élections, puis il y en a qui votent pas, puis qui font rien. Il y en a aussi qui s'impliquent plus, qui sont députés, qui sont conseillers municipaux, qui sont maires, qui sont à plusieurs niveaux de paliers ou qui sont simplement bénévoles dans certaines associations. Euh, Mm. Pourquoi tu penses que beaucoup de communautés intentionnelles adoptent le modèle de gouvernance sociocratique? Parce que, mettons, il y en a beaucoup, là, c'est rendu très populaire. Ouais, ben, tu sais, première raison, je pense que c'est parce que c'est un modèle très adapté aux éco-communautés, aux communautés intentionnelles. Mais je pense que Diana Leaf Christian, qui a écrit le livre Vivre autrement, elle en parle dans son livre. C'est un peu comme le livre clé en français, en francophonie pour les éco-communautés. En anglais aussi, la version originale. Fait qu'elle, je sais qu'à un moment donné, elle s'est mise à enseigner la sociocratie dans vraiment beaucoup de communautés. Fait Mhm. que c'est comme en train de devenir la nouvelle norme. Mais tu sais, si ça fonctionnait pas, on aurait beau l'enseigner, ça collerait pas, puis ça se propagerait pas autant. Puis je pense qu'il y a probablement d'autres consultants ou d'autres livres sur les cohabitats. Je sais que les cohabitats, c'est vraiment le domaine, la forme de communauté intentionnelle que j'ai vu le plus adopter la sociocratie. Puis souvent, les gens des cohabitats vont pas vouloir réinventer la roue. Tu sais, t'as comme les communautés plus anarchistes, de genre, nous, on fait rien comme personne. Ouais. Puis les cohabitats, c'est plus l'inverse, genre, hey, on a envie de ne pas réinventer la roue. Puis c'est comme un peu un copier-coller du modèle. Fait que j'ai pas lu de livre sur les cohabitats spécifiquement, mais j'ai vraiment l'impression que la plupart doivent parler de l'importance d'une bonne gouvernance, puis probablement que la plupart parlent du consensus et du consentement maintenant avec la sociocratie. Euh, ouais. Puis je pense que d'une communauté à l'autre, souvent, comme une communauté démarre, ils vont demander à d'autres communautés qui connaissent. Fait que là, pou, 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 il y a comme une petite pollinisation qui se passe. Ouais, souvent, c'est comme, maintenant, c'est rendu beaucoup comme CNV, sociocratie, puis Hum, c'est comme moins quasiment la norme dans ce qui se fait de nouveau maintenant. Consensus puis consentement, tu peux-tu expliquer? Tu sais, moi, souvent, je l'explique comme consensus, tout le monde dit oui, puis consentement, personne dit non. C'est une excellente, c'est très, très synthétique et très exactement ça. Yes. Mais si je rajoute un petit peu de glaçage Oh, sur le ouais, vas-y. gâteau, un gâteau sans gluten, bien sûr, et un glaçage sans produits laitiers. Euh, dans le fond, dans le consentement, c'est comme une version plus spécifique du consensus. Dans le consensus, c'est Hmm. ça. Tout le monde est d'accord. Mais ça veut dire quoi être d'accord? Ça veut-tu dire que c'est ma préférence? Ça veut-tu dire que je peux vivre avec? Ça veut-tu dire que j'aime vraiment pas ça, mais je fais confiance aux autres, puis parce que je me dévalorise, puis j'ai vraiment l'impression que ça marchera pas, mais je le dis pas parce que tout le monde veut, puis je veux pas nuire au processus? Pas clair. Fait que ça laisse place à des différences d'interprétation et donc probablement des différences de pouvoir parce que ceux qui vont l'interpréter comme c'est leur préférence, ben, ils vont bloquer, 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 bloquer. Non, 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 non. Puis les autres vont faire comme full d'efforts pour tolérer des choses, pour que ça avance au nom du collectif. Donc, ça laisse un peu place à ça. Je crois que ça peut être bien enseigné et être moins ça. Tu sais, justement, le consensus est moins bien défini, donc ça doit dépendre beaucoup de la personne qui l'enseigne. Le consentement, l'idée, c'est de vraiment rajouter énormément de clarté. Donc, c'est quoi le consentement? Ça inclut à la fois
notre préférence et notre zone de tolérance. Fait que mettons que on est en train de sélectionner quelqu'un comme facilitatrice ou facilitateur de notre cercle. Ben, mettons, la proposition, ça pourrait être que ça va être Josée. Puis là, moi, Josée, c'est peut-être ma facilitatrice préférée. Fait qu'à ce moment-là, c'est ma préférence. C'est comme, c'est super, c'est sûr que je consens. Ça pourrait être comme, ah, ben, je suis sûre qu'elle va très bien faire la job, même si c'est pas ma personne préférée. Ou comme, ah, ben, je sais qu'elle est en apprentissage, mais je pense que c'est assez bon pour nos besoins et de maintenant. Donc, tout ça, on clarifie en sociocratie que ça rentre dans le consentement. Donc, préférence ou zone de tolérance. Euh, on ne va pas s'objecter quand c'est juste pas notre préférence euh, parce que c'est juste vraiment plus efficace. La zone de chevauchement des préférences est vraiment petite. Si Mhm. on est 8, ça va être plus difficile de viser dans ce petit mini-trou-là que dans une zone beaucoup plus grande du chevauchement de nos zones de tolérance. Puis une objection, pour que ça sorte de la zone de tolérance, c'est pas juste une préférence personnelle. C'est vraiment que ça va nuire à notre objectif commun de notre cercle ou de notre organisme. Puis cet objectif commun, on va l'avoir spécifié dès le début, quand on commence à travailler ensemble. C'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission, puis chaque cercle a des objectifs. Un objectif, c'est quelque chose qui est assez concret pour que quand tu l'expliques à ta mère ou ta voisine, elles comprennent ce que tu fais au quotidien dans cet organisme-là. Donc, c'est vraiment concret. Donc, c'est une super base euh, objective. J'avais jamais fait ce lien-là. C'est un objectif commun, puis ça nous fait une base objective pour avoir une objection. Puis, quelque chose qui est nouveau aussi que la sociocratie emmène, c'est que une objection, c'est vu comme un cadeau. C'est pas vu comme quelque chose qui nuit. Tu sais, tantôt, je disais les gens qui veulent pas nuire. Ben, on la voit comme un cadeau, on la voit comme, mettons, la personne qui a la queue de l'éléphant qui est comme, attendez, là, guys, je pense pas que c'est un tronc d'arbre. Il y a comme quelque chose de vraiment mince et long ici, tu sais. Euh, Fait que ça emmène une perspective que peut-être les autres n'avaient pas vue que cette proposition-là qui est sur la table pourrait nuire à notre objectif commun. On veut pas faire ça. On veut intégrer on veut intégrer l'objection, peut-être modifier un peu notre proposition ou l'essayer moins longtemps ou mesurer ce qui se passe quand on l'essaye pour, euh, pour être sûr de ne pas trop nuire à notre objectif commun. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment un gros changement de paradigme de la sociocratie. Puis c'est une des choses qui aide à prendre son pouvoir. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir une objection puis d'être comme ah, tout le monde a dit oui, c'est moi qu'il faut qu'il foute la merde. Puis, tu sais, des fois, ça m'est arrivé de pas le faire, puis de pas le faire. Puis à chaque fois qu'on en parlait, je me sentais tout croche. Puis là, ben, ça continuait d'aller mal. Puis j'étais comme, voyons, j'étais fru, tu sais, contre le groupe, de pas voir. Puis Mhm. j'étais comme, ben Audrey, c'est toi qui as cette objection-là. Faut que tu te dises. Tu peux pas juste parler dans la période des réactions rapides puis espérer convaincre les gens puis que quelqu'un d'autre s'objecte à ta place. Comme, c'est ta responsabilité de t'objecter. Tu le vois que ça marche pas. Faut que tu le dises, même si ça fait peur, même si t'as peur que finalement, tu n'avais pas raison, puis là, tu as élevé la voix pour dire quelque chose de faux, puis tu sais, il y a plein de peurs qui viennent avec ça. Mais quand on a une culture d'accueil des objections, puis d'écoute de OK, tu sais, c'est quoi, puis de co-construire ensemble, ben, ça rend ça plus sécuritaire, puis plus on le fait, plus on commence à se sentir en sécurité de le faire, puis on commence à pouvoir vraiment contribuer notre perspective personnelle. Mhm. Parce que dans ton travail avec Sociocracy for All, tu es dans leur cercle sociocratique de leur gouvernance, de leur organisme. Fait que t'en pratiques beaucoup quand même des rencontres sociocratiques. Oui, oui, tout à fait. Puis là, ça fait 3 ans que je fais partie de Sociocracy for All, puis que j'ai des meetings minimum 2, 3 par semaine. Ça Mhm. doit me faire une vingtaine d'heures, moi aussi, un peu comme toi. Puis avant ça, j'ai été 2 ans dans NextGena, puis j'étais représentante aussi dans le cercle international des branches jeunesse. Ça s'appelait OK. NextGen. Ouais. Fait que là, on était 2 personnes de 5 régions ensemble, tu sais, avec des gens de l'Asie, puis de l'Afrique, Nice. puis de l'Europe. Ouais, c'était très cool. Euh, Fait que
l'exemple que je donnais là, de pas m'objecter, c'était avec le cercle international, justement. Ça a Mhm. été très formateur aussi ces 2 années-là, mais clairement, faire partie de Sociocracy for All, tu sais, t'es dans l'institution enseignante, fait que ça permet vraiment de valider, genre, j'ai-tu bien compris? C'est-tu vraiment comme ça que ça se fait, la sociocratie? Ouais. Mhm. Mhm. T'as déjà entendu parler des organisations opales? Euh, Mais bien sûr! bien sûr. Euh, parce que, tu sais, j'en avais entendu parler un petit peu. Je pense que c'était toi et Steph qui faisait un atelier là-dessus, il y a quelques années, dans Vivant ou dans quelque chose comme ça. Puis, j'ai comme fait quelques liens dans ma tête, là. Parce que dans ce livre-là, qui s'appelle Les clés de l'habitat participatif, vous ne le voyez pas, il est comme blurry. J'arrive pas. Je vais le Faut mettre que tu te dans. mettes plus proche de Ouais. ton visage. Oui, comme ça! Ben, il y a, tu sais, elle parle des organisations, on parle, mais tu sais, dans le livre d'où est-ce que ça vient, qui s'appelle, je vais le dire à la française, là, parce que c'est un Français qui l'a écrit, Reinventing Organizations, qui s'appelle, le gars, il s'appelle Frédéric Laloux, qui d'ailleurs, Ouais. si je ne me trompe pas, il habite à l'éco-village de Ithaca, dans l'État de New York. Oui, puis je suis allée, puis je l'ai C'est vrai, rencontré. c'est vrai? J'y ai parlé! Oh, wow! Conte-moi ça, comment? Ben, dans le fond, dans ma tournée d'éco-village, une des premières communautés où est-ce que je suis allée, c'est Éco-village à Ithaca. OK, voilà. Puis la personne qui était comme mon point de contact, elle m'a demandé, t'as-tu des demandes spéciales pendant que tu es ici? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Puis j'étais comme, ben, j'aimerais ça rencontrer Frédéric Laloux, là. Tu sais, c'est une grosse communauté, là. C'est pas comme tu Ouais. vas à l'Habitat de l'Aide puis tu soupes avec les gens puis tu as rencontré tout le monde, tu sais. C'est qu'ils sont genre une centaine de personnes. Mhm. Puis il y a un repas commun par semaine, genre par quartier, puis il y a 3 quartiers, puis ils n'étaient pas dans le même quartier où ce que moi j'étais. Fait que j'ai fait une demande et mon souhait a été exaucé. Fait que j'étais allée le voir chez eux avec sa femme, puis on a jasé, là. C'était vraiment le fun. C'est une personne super ouverte, accueillante. On a parlé, genre, de, comment il en était venu à écrire ce livre-là, puis que il avait vu une astrologue tibétaine qui avait dit des choses pertinentes. Puis après ça, j'ai pris des rendez-vous, moi, avec cette astrologue tibétaine-là. Il m'avait donné, il m'avait même offert une rencontre avec elle, genre pour juste Oh, wow. m'aider dans mon processus. Ouais, c'était comme vraiment magique. Ok. Puis c'est ça dans le livre original, tu sais, il parle des organisations, on parle comme étant la dernière évolution, si on veut, des organisations humaines. Puis avant ça, tu as comme l'organisation rouge, que c'est comme une hiérarchie comme imposée par la violence. Tu as comme un chef. Tu sais, on peut s'imaginer genre la mafia. Après ça, il disait les organisations ambre, que c'est comme la morale et l'ordre, mais comme une hiérarchie. Fait que, mettons, l'armée, c'est ça. La plupart de nos entreprises puis de nos institutions gouvernementales, ça ressemble à ça. Tu sais, on peut s'imaginer un roi avec des chevaliers, puis La d'autres. pyramide, là, C'est avec ça, un boss, puis là, en dessous du boss, des managers, puis en dessous des managers, des employés. Ouais. yes, la pyramide hiérarchique à laquelle on est habitué. Après ça, tu as comme les organisations oranges, que c'est Mm. fondé sur l'efficacité puis le matérialisme, genre une entreprise qui veut innover. Fait que là, elle va innover dans son système de gouvernance, mais comme pour innover de façon, pour aller chercher plus de profit. Oui, puis ça va tomber pas mal méritocratie. Tu sais, tu travailles plus, tu obtiens Mhm. plus de résultats, tu as un bonus. Ouais. Euh, ouais. Oui, On n'est c'est pas ça. trop dans l'équité, là. On se questionne pas sur l'équité, on se questionne sur le mérite. Non, c'est ça. Tu travailles plus, tu es promu, tu vas plus haut dans la hiérarchie pis tout. Mhm. Ouais. Mais ils ont quand même compris à ce niveau-là que quand tu enlèves de la hiérarchie, c'est moins hiérarchique. Tu sais, quand tu laisses les Ouais. gens plus libres, ils sont plus efficaces puis ils vont plus innover. C'est quand même ça qu'ils ont compris à Mhm. ce niveau-là. Ouais. Fait que tu sais, genre Google, ça doit être pas mal là-dedans où ils laissent une certaine liberté à leurs employés mais dans un certain cadre pour Je qu'ils soient pense que ouais. plus efficaces, plus productifs, plus créatifs. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Mais je sais que Google ont déjà pris des formations sur l'holacratie. Je ne sais pas Ok. s'ils l'ont adopté. Je suis vraiment pas interne à Google. Non, mais Mais tu j'ai sais, vu sur YouTube des formations d'holacratie qui étaient dirigées à des gens de Google. OK. Donc,
Mais tu sais, c'est pour juste dire le genre d'entreprise de tech qui offre des ballons à ses employés pour s'asseoir dessus, pour que ce soit plus confortable, pour qu'ils Ouais, travaillent mieux, ça. exact. On est vraiment dans le résultat. Après ça, tu as l'organisation verte, euh, que ce serait plus comme organisme à but non lucratif, genre. Mhm. Gouvernance Ouais, les coops, toute l'économie sociale. ouais. Puis consensus, dans le fond. Si Ouais, ils sont plus dans l'égalité au niveau vert, là. C'est comme on est une famille, c'est la métaphore de la famille. Mais c'est comme s'ils OK. avaient oublié que dans une famille, il y avait des parents, des enfants. Hmm. C'est comme on le dit pas ça. Mais tu sais, dans les coops, il y a encore un CA qui a un pouvoir sur le directrice générale, puis la directrice générale qui est en pouvoir sur les employés. Fait Mhm. qu'on essaye de faire mieux, puis on se dit, OK, non, mais là, on va être tout égal, mais sans adresser les structures de pouvoir qui sont là. C'est comme plus Mhm. dans le lien, on dirait qu'il y a une tentative. Puis il y a une croyance qu'on peut être égal. Fait qu'on est dans l'égalité plutôt que l'équité au Ouais, c'est niveau ça. vert. Alors que égalité, tu sais, moi, je fais comme, c'est souvent une erreur que je trouve qu'on fait en communauté. On fait comme, ben, on va être tout égal, mais Mm. on n'est pas égal. Il y a des gens qui ont plus de besoins, il y a des gens qui ont moins de besoins, il y a des gens qui ont plus de capacité, il y a des gens qui ont juste plus d'énergie. Puis, tu sais, c'est comme ça, c'est comme, tu peux pas, on peut pas faire qu'on arrive tout égal, autant qu'on le voudrait, parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans nos vies qui créent des inégalités, tu sais. Que ce soit de l'acquis ou de l'inné, ben, il y a des gens qui sont super compétents dans plein de choses. Il y a d'autres Mm. gens qui ça prend beaucoup plus d'efforts pour atteindre le même niveau de compétence. Tu as des gens qui vont manger comme 200 grammes de spaghettis, puis t'en as qui vont manger 50 grammes de spaghettis. Fait que là, on va Oui, se puis donner. probablement que ceux qui mangent 200 grammes de spaghettis, ben, sont peut-être dans la fleur de l'âge, puis bâtis, puis forts, puis c'est Mhm. eux qui vont être capables de venir euh, t'installer ton étagère dans ta maison ou genre euh, être super efficace dans le champ ou tu sais, aller couper les arbres, faire le bois de chauffage, que tu sais, peut-être l'autre personne va pouvoir travailler moins d'heures dans la semaine, mais elle va moins Mhm. manger. Puis Ouais. même si elle travaillait plus d'heures puis qu'elle mangeait moins ou qu'elle mangeait plus puis qu'elle travaillait moins d'heures, c'est une question de besoin. Tu sais, c'est comme il y a Ouais. quelqu'un qui a besoin de manger. Tu vas-tu pas lui donner de nourriture pour qu'on ait toute la même quantité? Non, c'est ça, mais tu sais, la nourriture, on comprend un peu l'équité, mais sur plein Ouais. d'autres choses, l'équité est comme, il y a comme un idéal d'égalité qui est comme, oh, on serait tellement bien, tout le monde égal, on serait-tu bien si tout le monde était égal? Mais, mais ça marche Mm. pas. Puis là, Ouais, puis si on veut s'enfoncer dans cette idée-là, est-ce qu'on s'enfonce ou on s'enfonce pas? On euh, enfonce creux, là. oh, ouais, vas-y, vas-y. J'ai l'impression que autant par l'égalité que par la méritocratie, on essaye d'adresser une genre de croyance que les ressources sont trop rares pour Mhm. en donner à tout le monde selon leurs besoins. Fait que c'est comme, OK, Mhm. on n'a pas beaucoup de bois, on n'a pas beaucoup de nourriture. Fait qu'on peut pas la donner à n'importe qui, n'importe quand. Fait que là, ça nous prend un système. Fait que ça nous prend un système que, ben là, il faut que tu travailles, tu sais, parce que si tu travailles pas, ben on n'aura pas assez de ressources. Fait que si tu travailles, ça prouve que tu as contribué à ce qu'on ait des ressources. Fait qu'on va donner la quantité de ressources de la quantité que tu as travaillé. Fait que Mhm. ça, c'est un peu plus la méritocratie, genre orange. Puis là, dans le vert, on est comme, OK, bon, on n'a pas une quantité illimitée de ressources, fait qu'on va les attribuer de façon égale. Fait que comme ça, ben, ça règle le problème. T'sais. Puis tandis que peut-être qu'on pourrait juste changer cette croyance-là à la base qu'il y a de la rareté, puis que probablement qu'il y a de l'abondance. Tu sais, la vie est abondante. Fait que là, tu peux faire un switch qui n'est pas aussi facile que ça à faire, là, parce que tout en ce moment dans notre système est là pour renforcer la croyance qu'il y a de la rareté. Mais si tu arrives à faire ton switch d'abondance, puis ça se fait pas tout seul non plus, là, selon moi, ça se fait en relation, puis ça se fait en bâtissant la confiance, puis en réussissant à créer de l'abondance. Il faut comme qu'on apprenne à créer de l'abondance. Genre, Ouais. jardiner, c'est de la création d'abondance, mais on n'apprend pas ça à l'école, créer de l'abondance. Ben oui, il y a des écoles qui apprennent le jardinage maintenant. Bref, c'est ça. Puis après l'organisation verte, c'est l'organisation opale. Tada! Puis là, d'où les organisations, les entreprises opales. Euh, tu as l'air quand même de bien connaître le concept. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Oui. Ben dans le fond, moi, j'ai lu le livre Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, OK. version illustrée. Puis j'ai commencé à lire la version
pas illustré là, la version plus complète en audiobook, mais je l'ai pas fini. Mais en gros, mais j'ai eu plein de discussions aussi avec des gens qui sont dans des organisations opales parce que j'ai donné une fois une formation de CNV à un groupe qui s'appelle Raise à Toronto. Puis c'était vraiment intéressant ce qui en est ressorti. Fait que dans le fond, les organisations opales, c'est Frédéric Laloux qui a fait une étude de 12, me semble, organisations. Il y avait des critères bien spécifiques. Il voulait que ce soit des organisations je sais pas trop comment dire, mais tu sais, qui fonctionnent bien, qui sont vraiment différentes des autres, qui ont une gestion horizontale. Je pense que ça faisait partie des critères. Je sais pas trop. En tout cas, où est-ce que les boss, ils sont pas en pleine puissance, puis aussi qui vont bien économiquement, puis qui ont plus que 300 personnes, puis qui sont des compagnies privées. Donc, je pense que c'est vraiment ça, lui, qui l'intéressait. Puis justement, il essayait de voir c'était quoi à quoi ça ressemblait le prochain niveau. Fait qu'il y a comme extrait de ça trois patterns. T'sais, il cherchait c'est quoi le patron, c'est quoi les points communs entre ces organismes-là. Un peu comme le réseau des écovillages qui a fait comme c'est quoi un écovillage? Puis qui a juste regardé Mhm. les communautés qui existaient puis qui a fait ah, OK, c'est ça. T'sais, c'est pas quelqu'un top-down qui a dit bon, ben un écovillage, ça va être telle affaire, maintenant faites-le. C'est comme ce qui existe, on le regarde, on le décrit. Fait que même chose pour les organisations opales. Fait que ça sort pas, c'est pas un concept théorique, c'est vraiment quelque chose qui est observationnel. Euh, Puis les trois grands pans qu'il a extraits de ces observations, c'est la plénitude, la raison d'être évolutive, puis la gestion horizontale. C'est comme tu sais, tantôt on disait que ce qu'ils ont découvert au niveau orange, c'est comme que les humains pouvaient être plus efficaces, plus productifs quand ils étaient plus libres. Bon, mais ce qui a été découvert au niveau opale, c'est la plénitude, la raison d'être évolutive, puis la gestion horizontale. Fait que la plénitude, c'est un peu pouvoir être soi complètement. Il s'est rendu compte que dans la plupart des entreprises, il faut un peu être faut pas montrer notre côté féminin, des émotions, il faut vraiment plus être dans le côté yang, le côté masculin, la raison, les raisons rationnelles, les calculs, les lignes droites. Euh, Fait que ça, c'est le côté être soi entièrement. On ramène les émotions, on ramène qu'on peut parler de nos enfants, on fait un check-in comme on a fait tantôt. Euh, Ça, c'est la côté plénitude. La raison d'être évolutive, c'est comme que chaque individu a une raison d'être qui fait qu'il a envie de participer à l'entreprise. Puis ça fait que quand on met comme toutes ces raisons d'être-là ensemble, ça crée la raison d'être de l'entreprise. Puis c'est évolutif, donc c'est comme tout le temps en train de s'adapter, puis ça peut changer, puis c'est pas fixe, il n'y a pas comme une planification stratégique. Euh, Puis ça fait qu'il faut sortir de son ego personnel aussi pour être dans la raison d'être évolutive. Puis la gestion horizontale, ben c'est vraiment super similaire à la sociocratie puis à l'holacratie. Dans le fond, c'est qu'on n'est plus dans la pyramide, il n'y a pas de boss, c'est plus chacun a un rôle spécifique. On va prendre des décisions par consentement. Euh, chaque élément va pouvoir agir à sa façon, un peu comme dans la nature, dans la forêt, mettons, il n'y a pas comme une épinette plus grosse qui va dire aux autres quoi faire. T'sais, chaque épinette fait ce qu'elle a à faire. Ou encore plus clair, dans notre corps, le foie, ben, quand la concentration de sucre dans le sang diminue, ben, il va sécréter du glucagon, puis quand la sécrétion de sucre dans la quantité de sucre dans le sang augmente, il va sécréter de l'insuline. Il n'y a pas besoin que le cerveau il dise. Il n'est pas comme le cerveau n'est pas en train d'analyser la quantité de sucre dans le sang partout dans le corps. Tu sais, ça serait bien trop rochant. Le cerveau, il y a d'autres choses à faire. Fait que le foie, il va être autogéré. Puis tous nos organes sont autogérés, puis nos cellules sont autogérées. Il y a de la communication. Il y a clairement un flot d'informations. C'est à ça que les hormones servent, c'est à ça que le système nerveux sert. Mais bref, ça ne marcherait pas. Il y aurait clairement un goulot d'étranglement dans le cerveau s'il fallait comme penser tout le temps à genre, hey, là, il faut que je sécrète de l'insuline. Ah ouais, là, il faut que je respire. Là, il faudrait que mon amygdale n'enregistre pas cette situation comme étant traumatisante. Parenthèse biologique. Euh, mais parce que c'est comme intéressant de regarder comment la nature fonctionne, puis Mhm. d'essayer Ouais. de revenir à notre nature d'humain
moi, je crois pas que c'est notre nature de fonctionner de façon pyramidale. Donc, c'est les trois volets principaux de l'organisation Opal. Puis, la sociocratie par rapport à ça, tu sais, c'est un Mhm. sujet qui m'a intéressé, genre, est-ce que c'est que l'un est dans l'autre? Est-ce qu'il y a juste des points communs, mais c'est deux choses différentes? Puis, moi, comment je le comprends maintenant, c'est que les organisations Opal, c'est comme des principes, mais ça nous dit pas exactement comment Mhm. rencontrer ces principes-là. Je pense que dans le livre écrit le livre écrit là, et non le livre illustré, il y a plus de détails, mais dans une conversation que j'ai eue avec les gens de Raise, ils ont dit qu'ils ont fait énormément de recherches pour se faire des processus, tu sais, se faire des façons d'animer leur réunion, savoir comment grouper les gens en équipe. Puis ils ont dit, quand on a découvert la sociocratie, on s'est dit qu'on aurait pu juste utiliser la sociocratie telle qu'elle, puis que Mhm. ça nous aurait vraiment permis de pas tout réinventer la roue de nos processus. Fait que c'est comme super compatible. Je trouve que la sociocratie, on est dans le comment, dans le un peu dans le yang du truc, dans le voici l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Faites juste ça, essayez-le. Tu sais, vous verrez ce que ça donne. C'est super précis, super concret, super détail. Puis ça peut vraiment bien comme répondre aux besoins. C'est comme si la sociocratie, c'est les stratégies, puis Opal, c'est comme les besoins qu'on essaie de combler avec la sociocratie. Fait que moi, je les trouve vraiment main dans la main. Et je ne crois pas que la sociocratie répond à tous les besoins de Opal. Je pense que ça peut être combiné avec d'autres affaires comme raison d'être évolutive. On n'est pas si bon que ça en sociocratie. Plénitude, il nous manque des éléments. On en a, tu sais, check-in, check-out, rétroaction, transparence, il y en a énormément. Tu sais, moi, je me sens beaucoup plus plénitudinée depuis que je suis sociocratisée. Mais Mais je trouve qu'il pourrait. Il y a d'autres outils vraiment intéressants. Gestion horizontale, ben là, tu sais, c'est l'élément principal de Opal, puis c'est vraiment ça qu'on fait en sociocratie, puis c'est là-dedans. Fait que ça va main dans la main. Cool. C'est beau de devoir parler de ça. Dans le sens que on sent qu'il y a, il y a un intérêt, il y a une réflexion derrière. Puis, tu vois, je savais même pas que tu étais comme aussi ferré dans les organisations opales. Puis ça a vraiment du sens parce que moi aussi, je trouve que c'est comme, ah, ben voici les caractéristiques d'une organisation qui serait comme ça. Mais ça ne dit pas nécessairement comment sélectionner le facilitateur, puis comment ci, puis comment ça. Puis là, c'est vraiment. Alors que la sociocratie a fait tout ça. Mais tu vois, pour moi, la- vraiment l'intention de rétroaction puis d'amélioration de la sociocratie laisse comme la porte ouverte à des nouvelles choses à intégrer, puis comme la- la- l'intention de se diriger vers cette idéologie de Opal-là. Tout à fait. Puis en fait, je me rends compte quand tu le dis que ça nourrit la raison d'être évolutive. Si on est en constante amélioration continue Mhm. avec la rétroaction, Ouais. ben on la fait évoluer notre raison d'être aussi. Fait que dans le fond, Mhm. une affaire de plus qui concorde. Mhm. Puis oui, je me suis intéressée à d'autres modes d'autogestion avant de vraiment plus plonger dans la sociocratie, un peu avec mon attitude de chercheuse, là, qui est comme, hein, on fait une petite revue de littérature, puis je me suis comme vraiment plus rentrée dans la sociocratie parce que je trouvais que ça répondait à comme toutes les questions que les autres posaient. Puis là, j'ai jasé avec Valérie Néron l'autre fois, qui est une consultante en organisation Opal au Québec. Euh, Puis elle m'a parlé de d'autres méthodes que je connaissais même pas encore de gouvernance horizontale. Puis j'ai un petit peu lu dessus, puis je me suis rendu compte que la sociocratie est toujours le point de départ. Puis là, après ça, Mhm. ils vont comme greffer des choses dessus, améliorer un peu. Puis à Sociocracy for All, notre approche, c'est plus genre, ben la sociocratie, c'est la sociocratie. Puis on peut la, y mettre des plugins. Tu sais, ça peut être un Mhm. des plugins de notre organisme, puis on peut en plugger d'autres. Fait qu'on peut rajouter Agile, on peut rajouter Opal, on peut rajouter la CNV, mais genre, gardons chaque plugin séparé, là. Essayons pas de faire un genre de gros plugin melting pot. Ouais. Mais je serais intéressée à en apprendre plus sur les autres codes de référence parce que je pense que c'est sûr qu'ils ont des éléments pertinents.
l'image qui me vient, là, c'est comme c'est un programme open source, là. C'est des gens qui gèrent des sites web, c'est comme ton WordPress. Puis là, ben, tu peux venir rajouter des plugins d'autres développés par d'autres personnes, puis que ça va comme fonctionner ensemble. Mais ton logiciel open source, c'est vraiment la sociocratie. Comment Mm, mettre en place de la sociocratie dans une éco-communauté? mhm. Ça, c'est là où on passe de la théorie à la pratique, on l'applique. Puis moi, j'ai eu deux expériences complètement diamétralement opposées de mise en place de la sociocratie. Ma première expérience, c'était dans NextGena. On était juste trois au final quand on a vraiment fini d'apprendre la sociocratie. C'était comme dans du beurre, genre, ça s'est fait tout seul. On a fait de la formation, puis là, pouf, on était sociocratique. Fait que j'avais l'impression que ça serait tout le temps le même avec n'importe qui, sans me rendre compte que j'étais avec un échantillon de la population extrêmement biaisé, de gens qui avaient probablement fait le même genre de travail personnel que moi avant, sur de développement personnel, et qui croyaient aux mêmes choses que moi, qu'on était dans les mêmes paradigmes. Ensuite, j'ai eu une autre expérience quand j'ai habité à Matapédia. On voulait partir un collectif, dont je parle dans l'autre épisode du podcast. Ben, je parle un peu du collectif, je parle plus de l'éco-communauté, là, c'est deux choses différentes. Là, je parle du collectif en ce moment. Ok. Puis j'ai eu la question, justement. Oui, tu allais dire? Non, non, continue. Ok. Je réalisais qu'il y avait une distinction entre l'éco-communauté et le Oui. collectif. Ouais, le collectif, c'était des gens qui habitent chacun chez eux, mais qu'on veut se mettre ensemble pour faire des projets. On Hmm. a fait un jardin collectif, on avait un caveau collectif, on faisait de la cuisine collective, mais tu sais, ça voulait pas dire vivre ensemble. Puis, parallèlement à ça, moi, j'ai essayé de partir une éco-communauté, puis ça n'a pas marché. Ça a duré 6 mois. J'ai appris beaucoup, par contre. Fait que là, Ouais. pour le collectif, j'arrivais à Matapédia, puis j'étais comme, hey, je vous offre une formation sociocratie gratuite, genre, je connais ça, on pourrait l'apprendre. Puis là, j'ai eu la question, ben, on n'a pas besoin de ça, il me semble qu'on est toutes des personnes bienveillantes, il n'y en aura pas de chicane. Puis là, je comprenais rien. C'était comme, hein, hein, hein. Fait que ça m'a pris une longue adaptation. Puis c'est ça, finalement, il y a des choses qui se sont mises en place de la sociocratie que j'ai par la suite validées dans mes apprentissages de consultation, de mise en place de la sociocratie dans un organisme, qui est comme, faut aller lentement. C'est vraiment important d'aller lentement. Euh, puis quelqu'un a dit à un moment donné, il faut aller au rythme des systèmes nerveux. Tu sais, amener quelque Hmm. chose de nouveau, ça peut créer de l'inquiétude, ça peut créer de la résistance. Les gens ont besoin de comprendre à quoi ça sert. Tu sais, tu peux pas juste leur arriver et leur dire, ben, en sociocratie, c'est comme ça. Fait qu'il faut faire ça. Tu sais. Hmm. Eux, ils n'ont pas accès là, à toute l'information qu'il y a dans ma tête du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Fait que ce qui est. Ben, moi, ça n'a pas fait une grosse explosion. Ça a juste. C'était inconfortable pour moi parce que j'étais la seule personne qui connaissait bien la sociocratie. Fait que j'étais tout le temps dans une espèce de posture où est-ce que Hmm. soit que en pouvoir sûr parce que j'en connaissais plus, puis que là, c'est moi qui facilitais les réunions, ou soit que je chantais l'insatisfaction des gens parce que là, ils n'étaient pas formés, fait qu'ils ne savaient pas pourquoi on faisait tel processus dans la réunion, puis là, ben là, il y avait de la résistance. Hmm. Fait que moi, ça m'a surtout créé justement cette espèce de sensation-là d'être un peu toute seule, de ne pas réussir à connecter avec les gens, d'avoir l'impression de leur faire faire quelque chose qu'ils n'avaient pas tant envie de faire que ça, d'être inefficace dans les rencontres. Euh, Fait que je raconte cette histoire-là juste pour comme faire voir que ça peut mal virer de, d'introduire la sociocratie. Il y a souvent une personne qui va être le burning soul, là, qu'on appelle la sociocracy for all, mais mettons la, l'âme enflammée de la sociocratie. Il y a souvent Ouais. une personne dans l'organisme qui va triper, puis qui est comme faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Puis on dirait que plus elle tripe, plus les autres résistent. Plus elle est comme je veux vraiment qu'on fasse ça, plus elle est attachée à l'idée qu'on le fasse, puis elle voit à quel point c'est indispensable. Puis là, Mhm. les autres sont comme wow, non. T'sais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à cette dynamique-là
Puis même ce que Jerry disait, un de mes mentors de prof de sociocratie, c'est comme dans sa propre communauté, il parlait le moins possible quand les gens parlaient de sociocratie. Il laissait les autres en discuter, justement pour pas commettre un genre de conflit d'intérêts. Fait que là, comment bien le faire, maintenant que vous êtes motivé à bien le faire, parce que je vous ai compté les affaires qui peuvent mal aller. Ne pas rester seul. S'entourer, avoir un petit groupe de 2 ou 3 autres personnes qui lisent des livres, qui vont peut-être prendre une formation avec vous, que vous allez avoir. Il y en a beaucoup qui font un club d'apprentissage, là, comme un club de Mhm. livres, mettons. Là. Ouais. Ils vont se rencontrer à chaque semaine ou à chaque mois pour parler de leurs apprentissages. Tu sais. Fait que ça va souvent partir avec un petit noyau. Fait que faut pas non plus essayer de convaincre tout le monde one shot. C'est comme, OK, on prend une formation, go! Ça se pourrait que votre groupe soit déjà sensibilisé, déjà convaincu, puis là, c'est comme, vous pouvez commencer avec une formation. À vous d'évaluer votre groupe. Mais si vous en parlez, puis que les gens sont comme, ah, on n'a pas besoin de ça, on comprend pas, tu sais, ben là, il faut aller plus lentement. Fait que s'adapter au rythme. On peut emmener, mettons, une petite pratique, puis dire comme, hey, aujourd'hui, on va essayer un check-in avant la réunion. Hey, aujourd'hui, on va essayer un check-out. Hey, aujourd'hui, on va essayer un tour de table. Hey, aujourd'hui, on va essayer le processus de prise de décision par consentement. Pas tout en même temps. Et moi, Mhm. j'essayais, comme on dirait, d'animer la réunion avec la sociocratie mur à mur, toute seule, dans un groupe qui ne connaît pas ça, tu sais. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis, à un certain moment donné, avant de vraiment l'adopter puis commencer à l'utiliser, il faut former tout le monde avec un minimum de base. Il faut former un petit peu de monde avec beaucoup de connaissances sur la facilitation. Fait que, tout le monde un petit peu, puis un petit peu de monde, beaucoup de sociocratie. Mhm. Ça, c'est nécessaire. Puis aussi, de pas trop faire une mise en place progressive. C'est important d'y aller progressivement, mais un coup qu'on la met en place, on la met en place. On établit toute notre nouvelle structure de cercle en même temps, puis tous nos cercles se mettent à fonctionner sociocratiquement en même temps. Parce que sinon, il y a comme un genre de flou artistique entre les deux. Mhm. Comme là, c'est qui a du pouvoir? Les anciens boss, ils en ont plus encore. Fait que là, je parle d'une transition. Quand c'est un organisme qui commence, c'est vraiment plus simple commencez votre groupe, vous formez, puis vous commencez à fonctionner en ce sens. Puis, fait que c'est ça, vu que c'est comme un peu risqué, puis quand on est le Burning Soul, on peut se brûler soi-même. Des fois, ça peut être pertinent d'être accompagné par des consultants qui peuvent vous aider. Mais ça peut aussi très bien se faire de façon autonome quand vous avez un petit groupe. Je veux pas te mettre sur le spot, mais as-tu des choses, tu veux, tu sais, t'as dit, là, puis c'est bien correct si tu dis non, je peux comme le couper là, de l'épisode, mais t'as dit des choses, tu sais, t'as appris des choses de ton expérience de fonder une éco-communauté. Qu'est-ce Hmm. y a-t-il des choses que tu peux nous partager que t'as appris de ton expérience d'essayer de fonder une communauté qui, by the way, t'es comme dans les stats, là, c'est comme ça Mhm. arrive beaucoup plus souvent que ça fonctionne pas que ça fonctionne. Fait que ce qui serait plus surprenant, c'est que ça allait fonctionner dans un certain sens, là. Mhm. Mais y a-t-il des choses que tu veux nous partager, puis sens-toi bien à l'aise de dire non? Ben oui, ça me ferait plaisir. Euh, une des choses, ça ne sera pas en ordre parce que je n'ai pas préparé ma réponse, mais une des choses, c'est que quand on fonde une communauté, on est un petit groupe au début. Ouais. Puis ce petit groupe-là, c'est important d'être super méga aligné sur la culture qu'on a envie de vivre puis d'établir. Nous, on était 2. Mhm. Fait que je me retrouve, si l'autre est comme pas exactement encore à la même place que moi dans un des aspects de mes non négociables, ben, je me retrouve comme toute seule à porter ça. Fait que ça revient un peu à la même affaire que je disais avec la sociocratie. Comme, assurez-vous, assurons-nous de ne pas être la seule personne à porter nos non négociables. Tu sais, les non négociables, c'est comme tu te questionnes. Tu peux pas tout avoir ce que tu veux dans une communauté, c'est sûr. Tu sais. On est plusieurs personnes, puis comme je disais tantôt, les zones de préférence ne se recoupent pas sur toutes.
Mais genre, c'est quoi qui est dans ma zone de préférence? C'est ça mes non négociables de fondation de communauté. Moi, j'ai savais mes non négociables, puis j'en avais parlé avec l'autre personne. Mais dans le quotidien, moi, je me suis rendu compte que ça concordait vraiment pas avec ma vision. Puis j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin pour intégrer la vision de l'autre aussi. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, hey, non, ça marche pas. Là. Tu sais, moi, il y avait la communication qui était dans mes Mhm. non négociables, puis c'était juste pas euh, une communication qui me permet de me sentir en sécurité. Mhm. Fait que je pouvais juste pas, pas fonctionner là-dedans. Fait que le deuxième apprentissage est corrélé à celui-là. C'est comme moi, je vais peut-être réessayer, mais avec des personnes que je connais depuis longtemps. Je sais que ça m'assure pas que ça se passe bien. Puis on découvre tout le temps des nouvelles affaires sur les gens. Ouais. On se connaît jamais complètement nous-mêmes, on connaît jamais complètement les autres. Mais tu sais, quand tu connais quelqu'un depuis 2 ans, c'est quand même, tu connais plus que quand tu connais quelqu'un depuis 2 fois que tu y parles. T'sais. Mhm. Fait que moi, je Ouais. me suis rendu compte que je pensais que je connaissais ma cofondatrice, mais c'est parce qu'elle faisait partie d'un réseau duquel je faisais partie. Les gens m'en parlaient, je l'avais vue une couple de fois, mais c'était pas une amie proche, c'était pas quelqu'un avec qui j'avais eu plein de conversations existentielles sur la vie. Fait que Mhm. ce que j'ai appris, c'est que juste une couple de meetings, tu sais, j'avais tout écrit ma vision, j'avais fait le EDE, j'avais eu plein de soirs de libre pour écrire ma vision de façon vraiment spécifique. J'ai eu du feedback dessus avec les consultants du EDE, Éducation au développement des collages. Euh, puis là, moi, je suis arrivée puis j'étais comme, moi, ma vision, c'est ça, 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 ça. T'es-tu d'accord? Fait que là, elle avait juste à dire oui. Mais tu sais, comme Mhm. ça, c'est l'autre apprentissage, c'est comme ne pas me révéler tout de suite, poser des questions ouvertes à l'autre, puis être comme, hey, comment tu vois ça, telle affaire, tu sais, plus être dans quasiment la provocation que dans, moi, c'est ça. Mhm. Et là, l'autre personne a juste à dire oui ou non, c'est bien trop facile de dire oui, tu sais. C'est comme faire parler l'autre. Fait que là, plus utiliser l'écoute que l'expression. Mhm. Ouais. Fait que Ouais. ça fait partie des choses. Puis l'autre chose, c'est aussi euh, de d'être plus transparente. Des fois, j'avais des inconforts avec certaines affaires, puis je le disais pas. Parce que je me disais, j'étais dans un mindset zone de tolérance. J'étais comme, ah ben, dans la situation actuelle, correct. À long terme, je voudrais pas ça. Mais pour là, tu sais, moi, je suis juste quelqu'un qui va aller vivre 1 an sur la terre de quelqu'un qui est propriétaire. Je suis qui, moi, pour lui dire de ne pas élever des lapins dans des cages? Tu sais. J'étais comme, elle a déjà décidé de faire ça avant même qu'on se parle de faire ça. Fait que, tu sais. Mais j'aurais pu dire, ben, moi, personnellement, je compte ça. Là, tu sais, j'aurais pu être vraiment juste plus explicite puis le dire. Mais il y avait comme quelque chose qui donnait un peu son pouvoir parce que ça voulait de l'harmonie, ça voulait vraiment faire ce projet-là. J'avais un Mhm. peu d'empressement, genre, j'étais plus capable de vivre à Matapédia sans une communauté autour de moi. J'étais comme, soit je pars, la dernière affaire que je fais avant de partir, c'est j'essaye de rapatrier un petit groupe de gens qui me ressemblent plus, avec qui je vais pouvoir vivre au quotidien, puis avoir la force après ça d'être avec une belle gang de gens diversifiés, vraiment le fun, mais avec qui je trouve ça juste plus dur à être moi, tu sais. Fait que j'étais un peu dans l'urgence puis l'empressement. Fait que ça, c'est un autre apprentissage qui est comme essayer de créer des circonstances dans lesquelles je suis suffisamment bien pour ne pas être dans l'empressement de m'en aller dans une éco-communauté, ce qui est comme vraiment dur parce que je vois plein de gens qui sont comme ah, je rêve d'être en éco-communauté, puis là, ils s'achètent une maison. Je suis comme, mais comment tu vas faire pour aller en éco-communauté si tu viens de t'acheter une maison? Là? Fait que là, comment tu Mhm. peux à la fois être prêt à t'en aller en éco-communauté à court terme et être vraiment confortable dans ta vie puis pas être dans l'empressement? C'est comme une fine ligne, là. Mhm. Fait que, mais je me rends compte que c'est vraiment extrêmement important. Une autre affaire, c'est d'être. Ça prend du temps joindre une communauté. C'est pas comme si je le savais pas, mais tu sais, il y a plein d'affaires que c'est comme, je savais en théorie, mais il fallait que je le vive pour plus le savoir, tu sais. Ouais. Fait Ouais. que là, je vous dis tout ça, là, hein, on transmet des connaissances, mais ça se peut que vous ayez à le vivre pareil.
Euh, L'autre affaire, c'est ça prend du temps, la communauté. Converger vers des décisions communes, tu sais, 20 heures de meeting par mois. Fait on va sauver du temps aussi. On va sauver du temps parce qu'une personne va cuisiner pour tout le monde, parce qu'une personne va faire le ménage pour tout le monde, parce qu'on a peut-être moins grande maison à entretenir pour moins de monde, on a sûrement moins besoin. Bon, bref, on sauve du temps de plein de façons en éco-communauté, mais il y a d'autres temps qu'on a besoin d'investir. Puis moi, je me suis rendu compte, ça, c'est vraiment une découverte sur moi-même, que j'étais comme pas assez disponible pour prendre soin d'une communauté. J'étais pas assez stable financièrement pour compenser, mettons, financièrement le temps que j'aurais pas mis. Puis j'étais pas assez stable dans mon temps. J'avais besoin de mettre énormément de temps sur mon apprentissage de la sociocratie, sur mon emploi, qui me payait pas beaucoup. Fait que j'étais comme juste à la gorge partout, autant dans mon temps que dans mon énergie que dans mon argent, que je me ramassais à pas pouvoir contribuer assez à la communauté. Fait que là, ça, je trouve ça vraiment plate, par exemple. C'est comme, j'ai l'impression que pour fonder une communauté, il faut avoir une certaine quantité de temps et ou argent et ou énergie qui sont comme des vases communicants, là. Soit il faut que tu aies une vraiment bonne santé et que tu sois capable de travailler 14 heures par jour. Soit il faut que tu aies de l'argent d'accumuler, puis là, tu peux dévouer vraiment beaucoup de temps à la communauté. Fait que c'est triste parce que ce serait le fun que n'importe qui puisse fonder une communauté, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Puis c'est comme une des raisons pourquoi j'aimerais réussir à fonder une communauté où est-ce que pour la rejoindre, tu peux avoir rien. Tu peux ne pas avoir d'argent accumulé, tu peux ne pas avoir tant d'énergie que ça, puis tu peux être dans l'équité, puis recevoir selon ce que tu as besoin, puis donner juste selon tes moyens. Tu sais. Mais moi, je me suis rendu compte que ça pouvait pas. Ça n'arrivait pas financièrement si je donnais selon mes moyens, puis que je recevais selon mes besoins. Ça le faisait pas. Mes besoins ne pouvaient pas être comblés, puis il aurait fallu que je donne plus que qu'est-ce que j'ai. Puis une autre affaire que j'ai appris, le processus de membership, oh my God, c'est tellement important. Je Yes. savais que c'était important, un processus de membership, mais spécifiquement, quand quelqu'un vient faire des semaines d'essai, tu l'obliges à repartir chez eux après, puis après ça, revenir. Parce que là, nous, on s'est retrouvés avec une personne qui a tout laissé sa vie derrière. On y a dit, là, comme, t'es en processus de membership, ça se pourrait qu'on t'accepte pas, comment tu vis avec ça. On lui a dit. Il était écrit sur le papier. On l'a mis en lumière. Elle a quand même tout vendu ses affaires. Elle s'est envenue en train. Elle a fait une ride de 24 heures de train de l'Ontario. Elle s'est retrouvée chez nous. Elle a fait une psychose. Puis, tu sais, elle avait comme plus rien chez elle, genre. Fait que, faut comme obliger les gens à faire des décisions rationnelles parce que on peut pas se fier que si on leur donne juste l'information de notre point de vue, ils vont faire la chose à faire. Fait que genre, t'es obligé de repartir pendant 2 semaines. Fait que soit que t'as des amis qui peuvent t'héberger, soit que t'as juste loué ton appart. Tu sais, nos 3 semaines d'essai, c'est 3 semaines. C'était pas genre pas long, là. Fait que, tu sais, comme vraiment, là, que ce soit rigide, le processus de Ouais. membership. En tout cas, moi, ça va être ça les prochaines fois. Puis de pas autoriser les gens à tout amener leurs meubles quand de leur maison d'avant quand nous, on n'a pas besoin. C'était déjà meublé. Notre sous-sol, c'est rempli de meubles. On fallait tout le temps déplacer les meubles quand on voulait faire des travaux. Puis la personne est partie après 4 mois. Hey, comme, nos besoins sont importants aussi en tant que fondateur. Fait que mettre vraiment des limites super concrètes. Puis peut-être que c'est un peu dans le sauveur, tu sais, qui est comme oh, mais là, la personne, elle Ouais. n'a pas de place où mettre. Tu sais, on veut donc être dans l'équité puis donner selon les besoins, mais genre, nous aussi, on a des besoins, là. J'ai aussi appris à quel point il y a des gens qui peuvent avoir envie de vivre en éco-communauté, mais
être pas aligné sur tous les aspects comme que je me serais attendue. Comme au niveau de la nourriture, pour deux de nos membres, ça a été vraiment difficile de faire la transition à la nourriture qu'on leur offrait. Tu sais, c'est comme, on avait fait vraiment des efforts, on avait mis de l'énergie pour avoir des légumes locaux qu'on, de nos amis, qu'on entreposait dans le caveau d'un autre ami. Puis on avait de la viande de nos amis qu'on était allés participer à l'abattage. Ça faisait genre de la bouffe locale à un prix ridicule, bas. Puis les deux personnes qui nous ont rejoints ne sentaient aucune joie par rapport à ça. Ils sentaient de la difficulté puis des défis. Puis il y en a qui ils ont fini par juste continuer de s'acheter ce qu'ils s'achetaient avant parce qu'ils étaient comme pas capables de s'adapter. Ça, moi, ça m'a comme surprise. Tu sais. Je, je- je me rends compte de mes propres billets que comme c'est ridicule quand tu y penses, ce que je pensais. Mais je pensais que parce que la personne avait envie de vivre en éco-communauté, elle avait fait des processus similaires aux miens, d'avoir modifié son alimentation, d'avoir modifié ses habitudes de vie pour être en cohérence avec les besoins de la planète. Mais tu sais, c'est comme, moi, j'ai ma vision, mais ça se peut qu'autre personne elle ait sa propre vision, ça se peut qu'elle soit rendue à une place bien différente de la mienne. C'est pas parce qu'elle veut A qu'elle veut B, C, D, X, Z, tu sais. Mais moi, je me suis rendu compte de tous mes amalgames, tu sais, que je fais, puis des choses que je supposais sans m'en rendre compte. Fait que ça a été un autre gros apprentissage aussi. Fait que, essayez donc de démarrer des éco-communautés, vous allez devenir des meilleures personnes, mais ça va faire mal. Ben oui. Mais merci, là. Merci parce que on, on apprend beaucoup plus de ça que de ceux qui ont réussi, moi, je trouve, là. C'est dans les, les, les communautés. Il y a full de projets qui ont essayé puis qui ont eu des expériences desquelles on peut vraiment beaucoup apprendre. Puis à un certain point aussi, je trouve le podcast, moi, tu sais, si on arrive à aller là, parce que c'est plus difficile d'aller là parce que il y a des gens qui ont été déçus, il y a des gens qui ont été blessés, puis tu sais, c'est comme, c'est plus dur, mais les leçons qui pourraient être tirées puis partagées de ça sont comme vraiment précieuses. Fait que merci. Mhm. Ça On va. prépare comme Frédéric Laloux, mais à l'envers, genre, aller voir tous les projets qui n'ont pas marché. C'est comme s'il y a comme des patterns de choses qui marchent pas. Mais quand tu regardes les communautés qui marchent, sont tellement différentes que tu es comme, OK, il y Ouais. a vraiment plein de bonnes façons, Mhm. mais il y a certaines mauvaises façons bien spécifiques de faire. Qui sont toujours mauvaises, là. Ouais. Ouais, il y a des choses qui sont toujours mauvaises. Mais il y a aussi des choses que on regarderait puis qu'on serait comme, hey, ça n'a pas de bon sens, puis finalement, ça marche. C'est comme, hein? On dirait que toutes les communautés qui marchent, c'est comme, Hein? bon, ça, puis ça marche, genre, c'est ça. Ouais. Mm. En termes de sociocratie, c'est quoi le rôle que tu voudrais jouer dans le futur? Ouais, ben, je m'imagine faire ça longtemps. J'aimerais vraiment ça parce que ça fait plusieurs fois, tu sais, que j'investis des heures et des sous dans Mhm. des domaines qui m'intéressent puis que finalement, je le professionnalise pas, tu sais. Là, je me vois faire ça longtemps, je le sens. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment de l'enthousiasme. Fait que je me vois continuer de donner des formations. Ça pourrait, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, les éco-communautés, c'est comme mon client principal parce que c'est ce que je connais le plus. Mais des fois, il y a des coops puis des OBNL qui commencent à m'approcher, puis je trouve ça vraiment excitant. Puis souvent, ils sont dans le domaine des éco-communautés, les autres avec, comme Village au Mhm. Point. Mais Ouais. Nice. mais il y en a d'autres. Puis j'aimerais ça aussi des compagnies privées parce que dans le fond, c'est comme, justement, là, je défais mes amalgames, tu sais, puis je suis comme, c'est pas parce que c'est une compagnie privée que je peux pas bien m'entendre avec eux. Puis si ils sont rendus à vouloir intégrer une gestion horizontale, ben, Colin, tu sais, il y a certaines affaires sur lesquelles on est aligné. Donc, puis ça se peut que ça soit une compagnie, tu sais, qui détruit l'environnement, mais je crois qu'en intégrant la sociocratie, ben, de plus en plus en écoutant les gens puis en apprenant à s'écouter eux-mêmes à l'intérieur d'eux, ben, peut-être que au fil du temps, ça va changer la mission de leur entreprise, tu sais, à très long terme, mettons. Fait que j'ai le goût de polliniser un peu n'importe qui. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ce qui m'appelle le plus, c'est comme
tous les organismes pour l'environnement, pour la décroissance, pour, tout ce qui est social aussi, lutte à la pauvreté, tout ça, ça m'interpelle Hmm. beaucoup. Puis, la prochaine étape, ça va être de me certifier comme consultante. Et je me sentais super pas capable de faire de la consultation. Là. Je me rappelle, en janvier, il y a l'abondance qui m'ont demandé Ouais, on aimerait ça que tu nous donnes du feedback sur notre structure organisationnelle. J'étais comme Wow, ça, c'est pas de la formation, c'est de la consultation, puis je ne sais pas comment faire. Puis juste là, tu sais, j'ai fait quelques shadowing, là, genre la mouche sur le mur qui observe Jerry de Sociocracy for All qui fait de la consultation. Puis je commence de plus en plus à comprendre, puis j'en ai fait quelques-unes de mes rencontres de consultation involontaires qui se sont transformées en ça. Puis j'ai validé après avec mes mentors qu'est-ce que j'avais recommandé. Puis c'était ça. J'étais tout le temps on point. Fait que je prends de plus en plus confiance là-dedans. Puis je trouve ça tellement. Je me rends compte aussi que ça va être difficile de donner de la formation sans faire de la consultation parce que souvent les organismes ont besoin d'un peu de consultation pour savoir quelle formation prendre. Puis après, comment le mettre en place? Fait que ça va vraiment main dans la main. Fait que, ouais, faire un mélange de ces deux affaires-là. Puis probablement que je vais rester employée à Sociocracy for All. Probablement que mon nombre d'heures va diminuer à un moment donné. Puis je vais passer certains rôles que j'ai à d'autres personnes. Mais je me vois rester avec eux parce que c'est vraiment une belle relation, je trouve, d'interdépendance, là, où est-ce que tout le monde est gagnant en étant consultante et formatrice. Je leur redonne un peu d'argent parce que, tu sais, eux, ils nous forment à bas prix un peu, là. Euh, Fait que c'est ça, on est en train là, de changer notre structure organisationnelle pour avoir des membres professionnels, euh, tu sais, puis je peux, genre, mettons, quand j'ai des clients, ben là, moi, j'offre pas toutes les ressources que Sociocracy for All a. Fait que là, je peux les plugger sur nos Mhm. communautés de pratique, nos livres, nos articles de blog, puis nos Ouais. templates. Il y a comme tellement de choses. Fait que je m'imagine garder ce lien-là. Cool. Mais c'est vraiment le fun, là. Je pense que tu vas comme être vraiment sur ton X à gagner ta vie avec ça. Je pense que oui, mais surtout, moi, mon objectif, c'est de faire quelques heures de formation de sociocratie puis de bien gagner ma vie avec ça Mhm. pour pouvoir faire full d'autosuffisance. Parce que je suis vraiment sur mon X quand je fais Mhm. un peu de sociocratie puis beaucoup de dehors-études et Mhm. d'autoproduction. Si quelqu'un veut te contacter par rapport à ça, y a-t-il un site web sur lequel il peut aller, un courriel, quelque chose? Il n'y a pas encore de site web. J'ai enfin fait une page Facebook qui s'appelle Interconnexion, avec un X puis deux N là, en français. Puis par courriel, c'est audrey.morin@gmail.com, fait que audree.morin@gmail.com. Puis sur ma page Facebook, j'ai mis mon offre de service où est-ce qu'il y a comme mes prix. Mais ça vaut peut-être la peine de dire que moi, je fonctionne en économie du don. Fait que les prix, c'est comme des indicateurs pour donner une idée. Souvent, les gens finissent par juste me donner exactement ce que j'ai écrit. Fait qu'en tout cas, le pouvoir d'une demande claire. Mais Mhm. c'est une demande puis elle est négociable. Fait que si les gens en ont moins, ils peuvent me donner moins. S'ils en ont plus, ils peuvent me donner plus. Parce que je veux pas que l'argent soit une raison de ne pas se former à la sociocratie. Mais en Mhm. même temps, moi, il faut aussi que je vive. Fait que c'est comme, on essaie de trouver une entente qui répond aux besoins de tous là-dedans. Fait que c'est ça, mon offre de service des différentes durées de formation sur ma page Facebook. Un jour plus tard, je ferai un site web. Euh, ouais, ben, je mettrai tout le lien, la page Facebook, puis ton courriel dans la description. Fait que comme ça, les gens qui seraient intéressés vont pouvoir te rejoindre facilement. Oui. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est rajouter les gens sur ma liste de mon infolettre. Fait que si vous voulez que je vous rajoute à mon infolettre, écrivez-moi un courriel. Puis dites, ajoute-moi à ton infolettre, puis je vais vous rajouter. Ça, c'est vraiment comme la façon d'entendre parler de moi, que vous êtes sûr de le voir, parce que juste la page Facebook, il faut que je booste les Mhm. posts pour que vous le voyez. Fait Ouais, que la page Facebook, c'est plus genre voir l'offre de service, puis mon infolette, c'est pour recevoir quand je vais donner des formations à certains endroits spécifiques que vous pourriez vous inscrire. yes.
Ça fait le Je peux tour? peut-être parler un petit peu de Ouais. comment je fonctionne, là, Ben oui, vas-y, vas-y. tant qu'à avoir une plateforme pour le dire, parce que j'ai l'impression de le répéter vraiment souvent quand les gens m'écrivent. Euh, Souvent, il va y avoir un burning soul, comme je disais. Fait que c'est vraiment important pour cette personne-là d'en parler aux autres de son équipe avant de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on sache, tu sais, vous en êtes où. Ma première rencontre est gratuite. C'est une rencontre pour vous orienter dans vers quoi vous pourriez vous en aller, tu sais, c'est-tu la formation qui est appropriée, où est-ce que vous êtes rendu, ou c'est un peu plus de l'accompagnement pour les Burning Souls. Je me suis rendu compte qu'on a besoin d'accompagnement quand on est la personne, on ne sait pas par où prendre ça. Tu sais, on ne va pas faire 3, 4 ans de sociocratie comme Audrey pour en venir à comprendre comment ça marche. Tu sais. Fait que si vous n'êtes pas rendu au point que votre organisme est prêt à faire une formation, mais vous pouvez quand même prendre rendez-vous avec moi, puis je vais vous accompagner là-dedans, puis je vais vous donner les trucs justement pour l'apporter tranquillement dans votre organisation, puis qu'à un moment donné, peut-être qu'il y ait 2 ou 3 autres personnes qui développent de l'enthousiasme, que vous puissiez former votre petite équipe, puis qu'à un moment donné, vous puissiez m'inviter comme formatrice. Tout le temps, le moment full excitant, genre, oh my God, une formation! Ça ressemble à ça. Y a-tu quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on check out? Euh, non, c'est pas quoi, là. Cool. Ben, je commence le, le, le comment je me sens qui va vers la fin de l'épisode. Merci. Je pensais vraiment pas que tu avais été aussi profond dans tous les modes de gouvernance, puis l'équité, puis l'égalité, puis tout ça. Je trouve ça super intéressant. Je vais le réécouter, puis je vais comme faire ah oui, ça, ah oui, ça, ah oui, ça, ah oui, ça. Fait que, je suis mon c'est ma gourmandise intellectuelle par rapport à comment prendre comment vivre ensemble, puis comment voir le monde, puis comment voir comment on fonctionne, tout ça. Elle a été pas mal nourrie, fait que je me sens comblé. Yeah! Merveilleux. Ben, moi aussi, je me sens comblée. Ça me fait du bien de partager ces réflexions-là. Tu sais, souvent, ça fait juste se spinner dans ma propre tête, là. De pouvoir l'envoyer dans le monde, tu sais, je me sens un peu comme après le panel sur les éco-communautés du Festival de la décroissance, comme enfin, c'est partagé. Ouais. Fait que merci beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour cette plateforme-là. Puis, je viens de trouver la chose que je veux rajouter. Oui, vas-y. Euh, c'est que j'organise un vagabondage dans un projet régénérateur. Les vagabondages, c'est comment dire? C'est des excursions collaboratives là, Mhm, pour que les gens qui veulent faire un premier pas vers un mode de vie régénératif ou plus connecté à la nature ou plus connecté à la nourriture qu'on autoproduit. Tu sais, les gens qui n'ont pas le temps de faire des recherches par eux-mêmes, des projets, d'approcher un projet, d'échanger 3, 5, 6 courriels, de faire une petite rencontre Zoom pour se faire leur propre entente de woofing. Ben, c'est une fin de semaine où est-ce que moi puis Martin, on a trouvé des lieux qui vivent déjà le changement, qui vivent déjà l'alternative à leur façon, puis qui ont besoin de soutien logistique. Ben, pas logistique, c'est carrément dans la terre, là. Euh, Fait que les gens qui veulent faire un premier pas peuvent s'inscrire à l'activité puis venir aider pendant une fin de semaine. Puis ils vont être logés, nourris. Il va y avoir une activité le matin d'encadrement, de connexion. Il va y avoir une activité le soir aussi pour comme, favoriser les liens. Tu sais, on essaie de faire du réseautage entre les mhm. participants, puis entre les participants et les autres qui nous reçoivent. Fait que c'est tout ça. C'est une expérience de changer un peu ben pas de changer de mode de vie, mais de mettre l'orteil dans l'autre mode de vie pour se donner espoir, pour connecter, pour vivre d'autres choses. Fait que moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à découvrir les écovillages, puis ça prenait vraiment beaucoup de temps, là, tu sais, de faire toutes
mon réseautage fait que je me disais qu'avec une activité comme ça, ben, ça pouvait peut-être démocratiser la chose. Puis le seul autre qui va avoir cet été, il y en a eu un en Estrie au mois de mai. Puis le seul autre, il est dans 2 semaines, dans le fond. C'est le Ouais. 7 et 8 ou 8-9, le samedi et dimanche, en tout cas. Une 8-9. semaine. Ouais, ça fait que ça. 8-9 juin dans la Naudière, chez Prêt à Toutes, qui est un jardin collectif où est-ce que je jardine moi-même. Hmm. Puis, ouais, pour tout l'habitat de l'être, je fais une journée par semaine. Puis là, ben, on va avoir plein de bons légumes. Puis aussi, Ariane a fait des plats déshydratés avec les légumes de son jardin, puis les légumes de d'autres jardins de la région euh, pour être prête à toutes. Puis elle fait de l'accompagnement jardin aussi chez les gens. Que c'est ça, c'est elle que vous pourriez rencontrer, elle puis moi, dans cette activité. Yes. Ben, je vais mettre le lien de l'événement dans la description aussi. Fait que les gens qui s'intéressent, allez voir cela, les vagabondages. Merveilleux. Fait que c'est ça, j'étais en train de dire que j'avais de la gratitude. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette belle occasion de partager une passion, puis de peut-être faire connaître, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent qu'ils connaissent pas ça, puis que ça devrait être plus connu. Fait que merci de contribuer à ça. Yes. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis, si tu veux repasser au podcast, on s'en reparle. De venir de temps en temps, là, en tant qu'invité ou même en tant que co-animateur. On verra aussi où est-ce que la vie nous mène avec ça. Mhm. On va attendre que j'ai des nouvelles choses à dire. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et puis, ben, on va se dire à pas la semaine prochaine, mais peut-être dans quelques semaines, on va avoir un bel épisode. Ciao, bye! Bye!